Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder de nouveau un sujet oncologique et une technique opératoire qui est peu connue, mais qui est, comme on le verra, fort utile dans certaines indications très particulières. Alors, pour aborder la partie haute du tronc cérébral, qui, je le rappelle, pour tous les auteurs sauf les Français, inclut le thalamus, on a plusieurs voies d'abord possibles parce que finalement, il faut contourner les structures anatomiques nobles et passer par différentes voies d'abord. La plus connue étant la voie sous-tentorielle qui donne accès à la région tectale et la région pinéale aussi. Il y a également la voie sous-occipitale qui est un peu une alternative à la précédente. C'est une question souvent de préférence du chirurgien. On a également les voies transcalleuses qui donnent un abord à la face supérieure du mésencéphale, mais qui est peu utilisée parce qu'on aborde des régions qui sont quand même très fonctionnelles avec un risque important. Les voies d'abord du V4 qui permettent d'aborder des lésions qui sont enchâssées dans l'aqueduc, donc un abord très étroit, mais qui peut être utile pour des tumeurs de petite taille qui obstruent l'aqueduc. On a la voie transpariétale qui est surtout utilisée pour des tumeurs thalamiques qui sont développées de façon exophytique dans le ventricule latéral, et alternativement la voie transtemporale qui permet d'aborder des tumeurs développées un peu plus latéralement et qui partent de la jonction thalamo-pédonculaire. Nous allons parler aujourd'hui de la voie sous-temporale qui, comme on le verra, permet d'aborder des lésions qui sont situées à la face latérale du mésencéphale et également s'étendent dans le thalamus et la protubérance. Donc le rationnel, c'est qu'on va utiliser un abord scissuraire, donc ce qui n'est pas délétère, sauf si on abîme le cortex et les vaisseaux pio. On va se baser sur l'imagerie anatomique et quand on a une lésion comme celle-là, eh bien, on se demande quelles sont les structures qui peuvent être en relation. Eh bien, c'est des structures importantes puisqu'on voit ici sur cette coupe anatomique le noyau rouge, le locus niger, la voie motrice principale. On a le pédoncule cérébelleux supérieur. Mais si on arrive à accéder à la tumeur sans toucher à aucune de ces structures, on peut espérer rendre service au patient. Et c'est là que l'imagerie nous rend des services tout à fait appréciables avec l'imagerie en tenseur de diffusion qui va nous permettre de délimiter les structures fonctionnelles et en particulier motrices qui sont et connaître leur rapport avec la lésion pour savoir est-ce qu'on peut y accéder, est-ce que la voie motrice passe devant ou derrière. On peut ainsi superposer cette imagerie fonctionnelle à l'imagerie de la lésion. Donc maintenant, l'anatomie chirurgicale, donc pour l'illustrer, j'ai mis ces dissections magnifiques de M. Roton dans son livre que tout le monde devrait avoir sur sa table de chevet, qui nous montre donc la scissure périmésencéphalique avec la tente du cervelet. Donc cette tente, on va l'ouvrir ici, donc en arrière du sinus pétreux supérieur, et pour gagner accès à la portion sous-tentorielle. Donc, en gros, le focus opératoire, il va être sur cette région, donc la face latérale du mésencéphale, le thalamus et la protubérance. On va faire attention à ne pas léser le nerf trochléaire qui passe immédiatement sous la tente du cervelet. Et donc, on aura accès à cette région. On verra donc le nerf trijumeau, l'artère cérébelleuse supérieure, la cérébrale postérieure, la veine basale et le nerf trochléaire. Donc, le planning préopératoire, on va bien sûr définir les buts de la chirurgie. Les buts, ce sont la décompression, donc quand il y a un kyste, un hématome, une ouverture de la tente qui va pouvoir éventuellement décomprimer un tronc cérébral qui est contraint au niveau de l'incisure tentorielle. Obtenir une anapate, bien sûr, donc on va déterminer quelle est la meilleure cible, notamment s'il y a une prise de contraste entre un gadolinium. Est-ce qu'on peut envisager une exérèse? Donc, quelles sont les limites tumorales? Est-ce qu'une tumeur peut être séparée des tissus fonctionnels? Et l'imagerie va nous montrer donc l'étude morphologique avec le 3D gadolinium, l'étude en flair, l'étude en diffusion pour approcher de la nature tumorale, et puis l'imagerie fonctionnelle avec, là encore, la tractographie. Donc, on installe le patient en décubitus dorsal, l'épaule soulevée du côté de la lésion, la tête tournée du côté contralatéral. Et ici, c'est un non-rasage. On a coiffé le patient pour exposer la ligne d'incision, qui est une ligne arciforme qui va permettre de dégager la région pariéto-temporale
en décollant l'ensemble du muscle temporal sans l'abîmer. Il se repose et se réinsère tout seul de façon tout à fait satisfaisante. Et donc, on va avoir une tête un peu défléchie de façon à ce que le lobe temporal s'écarte de lui-même et qu'on ait un axe de vision qui permette d'accéder à la fois à la région thalamique et à la région protubérantielle. Donc ici, on a récliné les parties molles et taillé notre volet, donc qui passe à ras de la base temporale. Donc on a repéré le conduit auditif externe, on identifie la crête du rocher, et il peut y avoir une ouverture de quelques cellules mastéoïdiennes qui sont obturées par de la cire. Donc on ouvre la dure-mère à ras de la base, en faisant bien attention aux branches veineuses qui vont rejoindre le système des veines de la baie. Donc les veines de la baie sont situées en arrière, on n'est pas gêné par ces veines, on n'est pas trop inquiet de les léser. Ici, on est sous microscope opératoire, on a ouvert la tente du cervelet et exposé le nerf trochléaire. On a ici le lit tumoral qui est au niveau de la protubérance, et ici, le lit tumoral est au niveau pédonculaire, et on a exposé donc les différents éléments de la fente de Bichat. Ici, donc, c'est une patiente qui a un syndrome cérébelleux lié à l'atteinte pédiculaire et qui fait un syndrome cérébelleux qui a évolué de façon tout à fait favorable. Ici, on a un grand adolescent qui a une symptomatologie assez inhabituelle, et il y a des troubles de sensibilité, des troubles de la marche, une paralysie des nerfs mixtes, des troubles oculomoteurs et même, semble-t-il, une hallucinose. Et l'IRM nous montre cette lésion kystique pédonculo-protubérantielle avec une prise de contraste. Et donc, on a décidé de l'aborder par voie sous-temporale pour avoir l'anapathe, pour vider le kyste et, si possible, faire l'exérèse. Et en fait, opératoirement, ça s'est bien passé. On a pu enlever l'essentiel des issues tumoraux. Bon, il faut admettre qu'on a un contrôle visuel qui est limité dans cette voie d'abord, notamment dans la partie basse de la cavité. Toujours est-il que la tumeur a pu être enlevée et l'anapathe nous a donné un diagnostic tout à fait inhabituel. C'est une leucoencéphalopathie ou leucodystrophie avec kyste et calcification. Leucodystrophie with cyst and calcification, qui est une pathologie très rare et qui peut donner comme ça des kystes avec des lésions calcifiées et prenant le contraste. Donc là, c'est lui en post-opératoire. Vous voyez qu'il a une gêne tout à fait modérée du côté droit et qu'il a globalement une autonomie tout à fait normale. Donc en conclusion, cette voie d'abord, elle est utilisée dans des indications qui sont peu fréquentes, voire même exceptionnelles, pour des lésions qui sont situées au niveau pédonculaire, pontique ou thalamo-pédonculaire. L'accès opératoire, il est conditionné par la topographie de la lésion. Ça, on s'adresse à des lésions qui sont situées à la partie latérale du tronc, si possible en région sous-piale, pour qu'on ait le moins de tissu à traverser. Et il est très important de repérer les structures fonctionnelles. Et c'est certainement une des meilleures indications à l'heure actuelle de la tractographie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez consulter d'autres cours en ligne sur la chaîne YouTube ou retrouver d'autres informations sur le site de neurochirurgiepédiatrique.com. Bonne journée.